grâce à l'intervention du professeur Jean-René Binet, qui est membre de l'Institut universitaire de France, qui est aussi professeur à l'Université de Rennes, et comme nous le savons tous, il a consacré d'importants travaux à toutes ces questions, droit des personnes et de la famille, bioéthique, droit médical. Et donc nous allons l'entendre sur une intervention qui a été intitulée « Bioéthique et filiation ». Et donc, évolution ou révolution? Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup de m'avoir invité, chers collègues, chère Bérengère Legros, à ce colloque important. Alors, on sait d'expérience la difficulté qu'il y a à organiser un colloque et à trouver un sujet et d'inscrire ce sujet dans une actualité. Et là, je crois qu'à tous égards, ce colloque est une réussite. Et je suis vraiment très très heureux d'y participer. Alors dans l'intitulé qui m'a été confié, je crois que ce qui est important, c'est le point d'interrogation à la fin. Le reste, finalement, ça pourrait être n'importe quoi, mais le plus important, évidemment, c'est le point d'interrogation. Et c'est à partir de cette interrogation, y aura-t-il une évolution ou pas, que j'aimerais construire mon propos. Parce qu'en réalité, on ne sait rien pour l'instant. Nous sommes en amont de la loi, et c'est tout l'intérêt de ce colloque. On ne sait pas si la loi va évoluer. Certaines perspectives sont ouvertes, mais rien n'indique à l'heure actuelle qu'une perspective sera suivie plutôt qu'une autre. Et ce qui est donc important, c'est tant d'envisager la possibilité d'une évolution que ses conséquences, mais la possibilité aussi que cette évolution n'intervienne pas. Ce qui est intéressant également à relever s'agissant du contexte dans lequel nous nous trouvons, c'est que cette révision des lois de bioéthique, la troisième, vous l'avez indiqué, se présente d'ores et déjà comme étant tout à fait particulière au regard des deux précédentes. Telles que le législateur l'avait conçue en 1994, ces révisions périodiques étaient destinées à vérifier la conformité du droit à l'état de la science. Initialement, c'était cela, éviter, je crois que le mot a été employé ce matin par le doyen de la faculté de médecine, éviter un phénomène de retard. Alors, il indiquait un retard entre l'éthique et le droit, mais plus largement, c'est du retard entre la science et le droit qu'il s'agit. Et c'était pour éviter cela que le législateur estimait qu'il fallait prévoir un réexamen périodique de la loi. Donc, au regard de la science. Et ce que l'on constate à l'occasion de cette révision, c'est qu'en réalité, les questions qui semblent les plus cruciales, les plus importantes, en tout cas les plus présentes dans le débat public, sont celles qui ne sont pas liées à l'évolution de la science, puisqu'on n'entend parler que de l'assistance médicale à la procréation, alors ça nous arrange aujourd'hui évidemment, et de la fin de vie, l'une et l'autre question étant sans relation avec des progrès récents, en tout cas, qui seraient intervenus, sauf vraiment à la marge, depuis l'adoption de la loi de 2011. C'est donc un contexte tout à fait particulier que celui de cette troisième révision, et il est important, je crois, d'inscrire cette révision particulière dans le cadre général qui est celui de nos lois de bioéthique, et vous l'avez rappelé, chère Bérengère Legros, un peu plus tôt. Tel que le droit français a été conçu en 1994, le législateur a entendu construire quelque chose. C'est-à-dire pas simplement se contenter de répondre à des questions, de réglementer des activités émergentes, de trouver des solutions pour des problèmes qui se posaient, mais bien de concevoir un véritable système normatif qui tienne debout autant que faire se peut, et pour le faire tenir aussi solidement que possible, le législateur l'a appuyé sur des principes. Ces principes qui figurent au Code civil, aux articles 16 et suivants, qui traduisent l'esprit du droit français en matière de bioéthique. Et quel est cet esprit? Lutter contre la marchandisation du corps, éviter la technicisation croissante des activités liées à la vie humaine, ne pas faire du corps humain un objet possiblement découpé pour des utilisations médicales, en inscrivant le corps dans le Code civil tel que le législateur l'a fait en 1994, eh bien, le législateur français entendait marquer son attachement à une vision du corps, de l'homme et de la vie qui constitue aujourd'hui, à n'en pas douter, la marque du droit français. Et ce modèle qu'est en la matière le droit français a
pour origine l'ambition qui était affichée par le président de la République, François Mitterrand. Il voulait, c'est assez connu, faire du droit de la bioéthique l'équivalent de ce qu'avait été le Code civil en 1804, la Déclaration des droits de l'homme en 1789, et il voulait qu'ainsi la France rayonne au travers du monde par son droit de la bioéthique, ce droit devant être offert comme modèle au monde. Enfin là, il y a bien, je crois, la marque du président Mitterrand qui voulait laisser des traces très visibles dans l'histoire. Eh bien, ce modèle a trouvé une importante consécration dans la Convention d'Oviedo, la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, adoptée en 1997. Et si l'on s'attache à l'histoire de cette convention, on sait que c'est principalement la France qui en a inspiré la rédaction et l'adoption. Ce qui se constate quand on lit la convention, puisque cette convention contient 38 articles, qui sont autant de principes qui, pour l'essentiel, sont repris du droit français, au mot près. Et surtout, elle prévoit que ces principes donneront lieu, en tant que de besoin, à des protocoles additionnels destinés à chacune des questions posées. Et là, on voit dans la structuration de la Convention d'Oviedo exactement la structuration du droit français, les principes dans le Code civil, les dispositions d'application dans le Code de la santé publique. Bref, le modèle français a trouvé une très belle consécration dans la Convention d'Oviedo. Alors ce modèle, et ça nous a également été parfaitement exposé dans les deux interventions précédentes, est aujourd'hui l'objet d'une mise en concurrence avec d'autres systèmes normatifs qui, pour des raisons liées à leur histoire, leur philosophie, l'inspiration de leurs corps sociaux, ont décidé de construire différemment les solutions aux problèmes posés par le développement des sciences et des techniques. Et la question qui se pose parfois est celle de savoir si le législateur français peut se vivre encore comme isolé du monde, avec un droit tout à fait singulier, ou s'il doit constater qu'autour de lui, le droit est tel qu'il doit s'aligner pour que le droit français soit plus proche de celui de nos voisins. Il va de soi que procéder de cette manière serait tourner le dos à notre histoire, constituerait une abdication de notre souveraineté législative. S'il fallait s'aligner sur le droit de nos voisins, chaque fois qu'on constate une différence, où irions-nous ? Où irions-nous ? Alors, si on extrapolait de la bioéthique à d'autres situations, bien évidemment, on se rendrait compte que tout cela n'a pas de sens. Et surtout, au regard du contenu du droit français, cela conduirait inévitablement à tendre vers un moins-disant éthique, le droit français étant marqué par le haut niveau éthique de ses dispositions. Alors si je souhaitais commencer mon propos par ces considérations très générales, c'est parce qu'il me semble que les questions de l'assistance médicale à la procréation qui sont devant nous, les perspectives d'évolution qui conduiront ou pas à des évolutions, doivent être comprises dans ce cadre particulier qui est celui du modèle juridique français. Et ces perspectives d'évolution, ça a été souligné, sont des perspectives qui tendrait, ou qui pourrait tendre, d'ailleurs c'est un peu dans la présentation du colloque également présent, vers l'abandon des principes structurants du droit français en la matière, pas de tout le droit de la bioéthique, bien évidemment, simplement de l'assistance médicale à la procréation. Alors j'ai bien compris que ce colloque s'inscrivait dans le cadre des États généraux de la bioéthique. Nous sommes en amont de l'intervention du législateur, et alors, si nous intervenons dans le cadre de ces États généraux de la bioéthique, c'est probablement pour conseiller le législateur, en tout cas pour lui donner un avis. Eh bien moi, ce que j'ai envie de lui dire au législateur, c'est rigueur et prudence. Rigueur dans l'analyse d'abord des revendications et du cadre juridique actuel, prudence dans les évolutions qui sont suggérées. La rigueur et la prudence qui me semblent être des vertus. Alors la rigueur d'abord. La rigueur, elle nécessite d'avoir bien en tête la conception du droit français de l'assistance médicale à la procréation. L'article L2141-2 du Code de la santé publique a été parfaitement rappelé précédemment. Et donc, ce que décrit cet article du Code de la santé publique, c'est une situation qui a été conçue par le législateur en 1994 sur la recommandation des médecins qui pratiquaient l'assistance médicale à la procréation dans la sécose depuis le début des années 70,
Ce modèle est celui dans lequel l'assistance médicale à la procréation est autorisée. Et ce cadre, c'est celui d'un homme et d'une femme vivants en âge de procréer, consentant bien évidemment à la mesure d'assistance médicale à la procréation. Qu'est-ce qui explique ce modèle ? S'agit-il ici d'arbitraire législatif, le législateur ayant fait des choix qui auraient pu être différents? Non. Bien évidemment, ces conditions traduisent en réalité le souhait du législateur de permettre à l'enfant à concevoir d'une technique d'assistance médicale à la procréation de jouir d'une filiation crédible. Il doit pouvoir se représenter et se présenter comme étant né, ainsi que naissent tous les enfants, sans recours à la technique. Et si l'on va au-delà du Code de la santé publique et que l'on revient dans le Code civil, on voit que les articles 311-19 et 311-20 qui organisent l'établissement ou contestation impossible du lien de filiation d'un enfant né d'une assistance médicale à la procréation tendent également à couler cette filiation dans le cadre de la filiation charnelle. Bref, la technique juridique est ici faite pour effacer la technique médicale. Eh bien, les revendications, ou en tout cas les perspectives d'évolution, telles qu'elles sont présentées par le CCNE dans son avis numéro 126, on le voit, pour certaines d'entre elles, pourraient conduire à une remise en cause profonde. Il ne s'agit pas d'une mince affaire, une remise en cause profonde de ce modèle, de ce paradigme de l'assistance médicale à la procréation du droit français, car qu'il s'agisse de faire naître un enfant dans un couple de femmes ou de permettre à une femme célibataire d'avoir un enfant par assistance médicale à la procréation, eh bien dans un cas comme dans l'autre, on voit qu'il y a un absent, et cet absent, c'est le père. Ces techniques auraient pour conséquence d'effacer le lien, enfin la paternité, d'effacer le père dans la conception de cet enfant. L'enfant ne pourrait donc pas se représenter comme étant né indépendamment de toute technique, nécessairement. Ici, les choses seraient visibles. Et c'est par rapport à ce modèle, ce paradigme, qu'il est important alors d'envisager, toujours, espérons-le, avec rigueur, la situation que l'on s'attache aux personnes qui souhaiteraient avoir accès à l'assistance médicale à la procréation ou aux enfants. Et évidemment, la question est différente s'agissant des uns ou des autres. S'agissant des adultes, la situation est parfois présentée. Je lisais récemment des articles qui ont été publiés au sujet des États généraux de la bioéthique, qui traduisent des propos écrits sur le site des États généraux de la bioéthique. Et ce que l'on voit de façon assez fréquente, c'est qu'il s'agirait ici d'une revendication liée à l'égalité, l'égalité des couples de femmes, égalité dans l'accès à la parenté, dans l'accès à l'assistance médicale à la procréation, égalité car elle vivrait une forme de discrimination. Eh bien, cette discrimination, cette revendication de lutter contre une discrimination, elle a été portée déjà devant des juridictions qui ont pu établir qu'il n'y en avait pas. Alors, ces juridictions sont la Cour européenne des droits de l'homme et le Conseil constitutionnel. Alors, vous plissez les yeux, vous n'avez pas confiance, rassurez-vous, je vais vous donner les décisions. La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi été saisie d'une éventuelle discrimination dans l'accès à l'assistance médicale à la procréation dans une affaire pour laquelle elle a statué le 15 mars 2012, qui est l'arrêt Gasse et Dubois contre France. Il s'agissait d'un couple de femmes qui se plaignait de ne pas pouvoir avoir accès à l'assistance médicale à la procréation en droit français, donc c'est bien exactement de cela qu'il s'agit, et la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il n'y avait pas ici de discrimination, car eh bien, il n'y avait pas ici de situation équivalente au regard de la procréation entre un couple de femmes et un couple qui serait formé d'un homme et d'une femme. Le Conseil constitutionnel, quant à lui, a statué dans sa décision du 17 mai 2013, rendue au sujet de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Il était prétendu qu'en ouvrant le mariage aux couples de même sexe sans, dans le même temps, leur ouvrir l'accès à l'assistance médicale à la procréation, le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence
Et il avait étendu l'étendue de sa compétence en consacrant ici une inégalité de traitement entre les couples mariés de même sexe qui ne pouvaient pas avoir accès à l'assistance médicale à la procréation et les couples de sexes différents qui le pouvaient. Et le Conseil constitutionnel a affirmé que les couples de personnes de même sexe ne sont pas, au regard de la procréation, dans la même situation que les couples de sexes différents. Donc, pas de discrimination. Voilà pour les adultes. S'agissant des enfants, eh bien, cette question, c'est une question qui doit être envisagée, comme l'a fait le législateur en 1994, même de façon implicite, au regard de l'intérêt de l'enfant. Et s'agissant de l'intérêt de l'enfant, on sait qu'il peut être envisagé soit au regard d'un enfant déjà né, il peut s'agir de son intérêt particulier, soit d'un enfant à naître, il peut s'agir de son intérêt particulier, soit de façon plus générale au sujet des enfants à naître ou à concevoir. Il peut s'agir aussi d'envisager l'intérêt de l'enfant dans un cadre général, in abstracto, et c'est singulièrement ce que doit faire le législateur qui anticipe les situations, non pas comme le juge, qui lui est bien évidemment de tenir compte des situations qui existent. S'agissant de l'intérêt de l'enfant, comment cet intérêt pourrait-il être affecté ou pas par une ouverture de l'assistance médicale à la procréation à des situations dans lesquelles l'enfant naîtrait sans père? Le CCNE a abordé la question dans son avis numéro 126, et ce qu'il dit, c'est qu'il serait intéressant de s'assurer que pour l'enfant à concevoir dans de telles situations, celles qu'on imagine, il n'y aurait pas de conséquences dommageables. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait alors pouvoir s'appuyer sur des études fiables, mais malheureusement, il constate qu'il n'en existe pas, car celles qui aboutissent à des conclusions positives résultent de biais méthodologiques. Bref, aucune certitude pour le CCNE que l'enfant ne subirait pas de dommages du fait de l'effacement délibéré de sa filiation paternelle. Pas d'études suffisantes sur ce sujet précis. Et si l'on élargit un peu le propos, pas d'études suffisantes non plus sur le devenir des enfants nés d'assistance médicale à la procréation, ainsi qu'en témoigne l'Agence de la biomédecine dans son rapport rendu public en janvier 2018. L'Agence de la biomédecine qui a reçu mission du législateur en 2004 d'étudier le devenir au long terme des enfants nés d'assistance médicale à la procréation. Eh bien, elle affirme que, faute de temps, elle n'a pas encore pu procéder à de telles études. L'application, dit-elle, de la loi de bioéthique sur le suivi des personnes ayant été l'objet d'une AMP est une action au long cours. Le temps est nécessaire pour approfondir la réflexion, finaliser les différents dispositifs et les exploiter. Bref, pour l'instant, on a de certitude sur rien du tout. Alors l'enfant, on ne sait donc pas s'il subirait un dommage du fait d'être né dans une situation qui efface sa filiation paternelle. Certains médecins affirment qu'il y aurait pour l'enfant probablement un préjudice. Ce préjudice, l'enfant pourrait-il en demander réparation? À supposer que le législateur modifie la loi, est-ce qu'un enfant pourrait demain prétendre à une réparation du préjudice qui serait celui-ci? Je suis né dans une situation qui veut que je n'ai pas de père, je n'en ai jamais eu, je ne pourrai jamais en avoir, j'ai deux mères. C'est à cause de vous, législateur français, c'est donc à cause de la France, je mets en jeu la responsabilité de la puissance publique. Alors, est-ce que le fait de ne pas avoir eu de père pourrait être considéré comme un préjudice? Longtemps, on a considéré que dès lors que l'enfant n'avait pas de père, il n'y avait pas de préjudice à réparer parce qu'il n'y a rien à comparer. Il n'a jamais eu de père, il n'en a toujours pas, et donc il n'y a pas de différence. Mais dans un arrêt récent, la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 décembre 2017, a considéré les choses sous un autre angle. Alors, il ne s'agissait pas d'assistance médicale à la procréation, il s'agissait d'une affaire qui concernait, tragédie bien évidemment, un père qui était décédé d'un accident du travail alors que son épouse était enceinte d'un enfant qu'elle a mis au monde quelques temps plus tard. Et donc, la question qui se posait était de savoir s'il était possible, au nom de l'enfant, d'introduire une action visant à l'indemnisation du préjudice d'affection ressenti du fait
de la mort de son père. Jusqu'à cette décision, la Cour de cassation estimait que ce préjudice d'affection ne pouvait être réparé, faute de pouvoir comparer des situations avant-après. L'enfant est né sans père, il n'en a jamais eu, et donc il n'y a pas de préjudice. Et bien dans cette décision, la Cour de cassation admet la réparation du préjudice d'affection de l'enfant. Alors, est-ce que cette décision pourrait conduire un jour à ce qu'un enfant reproche à l'État d'avoir créé la situation dans laquelle il est privé définitivement de son père? C'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure si l'on est rigoureux. Si l'on est prudent, il vaudrait mieux également, pour le législateur, ne pas faire évoluer le cadre actuel. Alors la prudence en la matière, elle pourrait être fondée sur deux éléments. Le premier élément concerne l'effet d'entraînement qu'aurait l'ouverture de l'assistance médicale à la procréation au profit de couples de femmes, effet d'entraînement vers une revendication similaire portée par des couples d'hommes qui souhaiteraient avoir recours à la gestation pour autrui. Alors ici, il n'y a rien d'automatique, bien évidemment. Il s'agit de prudence. Il n'y a rien d'automatique. Les situations sont différentes. La gestation pour autrui pose des questions que l'assistance médicale à la procréation, entendue telle que le Code de la santé publique l'envisage, ne pose pas. Toutefois, il y a un phénomène d'entraînement qui pourrait assez facilement être envisagé. C'est d'ailleurs ce que le législateur a eu en tête lorsqu'en 2011, il a procédé à la précédente révision des lois de bioéthique. Le débat existait de cette ouverture de l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes. Le débat a eu lieu, bien évidemment. Et à un moment, dans le travail parlementaire, la question a été proche d'aboutir à une extension des conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation. Mais alors, si l'on regarde les travaux parlementaires, on voit que c'est à ce moment que des députés socialistes s'y sont opposés, et s'ils s'y sont opposés, c'est sur la question de la discrimination. Alors j'ai sous les yeux les propos de M. Alain Clay, qui n'est pas n'importe quel parlementaire socialiste sur les questions de bioéthique, puisqu'il a été en charge de la mission parlementaire d'information avec Jean Leonetti à l'occasion de la précédente révision. Et voilà ce qu'il dit. Si l'on dit, c'est la position de mon groupe, qu'il convient d'accepter l'AMP pour les couples de femmes, il y aurait discrimination si, dans le même temps, on refusait la gestation pour autrui. Voilà. Alors c'est un parlementaire qui le dit. Évidemment, ce n'est pas une parole définitive, mais enfin, on voit bien que le risque d'entraînement existe. Alors la gestation pour autrui doit donc être envisagée en ligne de mire de l'extension de l'assistance médicale à la procréation. Si l'on en vient à la gestation pour autrui, elle est envisagée dans son avant-dernier avis par le CCNE comme une hypothèse devant être absolument évitée en droit français. Il y affirme qu'il ne peut y avoir de gestation pour autrui éthique. Il souhaite donc le maintien et le renforcement de sa prohibition, quelles que soient les motivations médicales ou sociétales des demandeurs. Et cette position du CCNE, cette position de l'année dernière du CCNE, rejoint parfaitement la position qui a été retenue par le législateur à l'occasion de la précédente révision, tant et si bien que là où le Conseil d'État suggérer d'aménager la situation des enfants nés par externalisation des pratiques de gestation pour autrui à l'étranger, fut répondu que si l'on aménage la situation en admettant les effets, alors évidemment l'interdit voulu par le droit français n'aurait plus qu'une fonction purement symbolique. La mission parlementaire se posait cette question. La fonction protectrice assurée par la loi ne serait-elle pas réduite à néant s'il suffisait de se rendre à l'étranger pour la contourner en étant assuré à son retour en France de voir sa situation régularisée? Ce faisant, n'encouragerait-on pas, le tourisme procréatif, et l'interdiction légale de la gestation pour autrui ne concernerait-elle plus, de fait, que les couples les moins fortunés qui n'auraient pas les moyens de se rendre à l'étranger? Par conséquent, admettre la gestation pour autrui, ce n'est pas le projet du législateur français. Admettre ces effets conduit à fragiliser l'interdit. Ça a été dit, le législateur français pourrait être invité à réactiver l'interdit
il lui suffirait pour cela de rendre plus effectif l'article 16-7 du Code de la santé publique et en l'assortissant de sanctions particulières. Donc, premier élément de prudence, pour lutter contre cette pratique que le législateur français honnie qu'est la gestation pour autrui, il ne faudrait pas étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes. Deuxième élément de prudence pour le législateur français, puisque c'est à lui qu'on s'adresse aujourd'hui, si le législateur français envisageait de modifier les conditions de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, il ne pourrait pas se contenter de cela. Il lui faudrait ensuite en tirer les conséquences quant aux modalités d'établissement, de contestation, du lien de filiation créé dans une situation unisexuée. Donc, on peut supposer que le législateur français ne se contenterait pas de faire sauter le verrou de l'altérité sexuelle dans l'article L. 2141-2, il en tirerait les conséquences dans le Code civil. Alors, de quelle manière ? Jusqu'à présent, la filiation issue de la PMA se trouve discrètement aux articles 311-19, 311-20 du Code de la santé publique, noyé au milieu du titre 7, titre 7 du livre 1er, bien évidemment, consacré à la filiation charnelle. Demain, pourrait-on continuer à envisager la PMA par recours à un tiers donneur dans un couple de femmes au titre de la filiation charnelle ? Alors, en l'état actuel des choses, non, à l'évidence, puisque le titre 7 est absolument étranger aux hypothèses de couples de même sexe. L'article 6-1 du Code civil exclut l'interprétation des textes qui veut que toutes les dispositions qui visent le père, la mère, l'époux, l'épouse, etc., doivent être interprétées comme pouvant s'appliquer également aux couples de même sexe. Toutes les dispositions, toutes, sauf une, enfin, sauf un titre, le titre 7 du livre 1er du Code civil. Donc, ce titre 7, filiation charnelle, est construit autour de la vérité ou de la vraisemblance biologique de la filiation, ce qui ne serait évidemment pas possible avec une filiation unisexuée. Donc, si le législateur voulait faire entrer les conséquences du recours à l'assistance médicale à la procréation dans ce titre, il faudrait le revisiter de fond en comble. Revisiter de fond en comble les actions visant à l'établissement du lien de filiation, les modalités de contestation du lien de filiation, enfin, c'est un vrai travail que le législateur pourrait évidemment accomplir. Le législateur peut tout faire, bien sûr. Mais les deux dernières grandes réformes du droit de la filiation, quelles sont-elles ? La loi du 3 janvier 1972 et l'ordonnance du 4 juillet 2005. Carbonnier, l'immense Carbonnier pour 1972, et pas de législateur pour 2005. Le recours aux ordonnances. Il s'agit ici de questions qui constituent un système à part entière. Toucher au droit de la filiation suppose une précision d'horloger. Le législateur, dans le cadre de débats aussi passionnés que ceux de la bioéthique, pourrait-il véritablement modifier le titre 7 du livre 1er du Code civil et en veillant à ce que toute modification apportée à un texte n'entraîne pas de conséquences délétères par l'application d'un autre texte. Il s'agit ici d'une modification de fond en comble. Le législateur peut-il le faire dans un cadre comme celui des débats de la loi de bioéthique? Pour tout dire, j'en doute. Mais ce n'est pas la seule option. L'autre option serait de basculer les conséquences de l'assistance médicale à la procréation du titre 7 au titre 8. On quitte la filiation charnelle et on bascule dans la filiation adoptive. Alors c'est déjà ce qui se passe aujourd'hui, s'agissant des couples de femmes qui ont recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger et qui ensuite font établir le deuxième lien de filiation par le jeu de l'adoption. Alors le législateur pourrait tout à fait le faire, mais ne le ferait-il que pour les couples de femmes ? Les couples de même sexe, les couples de sexe différents, restant cramponnés aux articles 311-19 et 311-20. C'est fort peu probable. Et donc il faudrait faire basculer également les conséquences du recours à l'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur dans les couples de sexe différents de la filiation charnelle à la filiation adoptive, ce qui ne serait quand même pas un progrès pour les couples de sexe différents qui, depuis 1994, voient leur situation organisée de la manière la plus simple qu'il est possible. Alors on pourrait imaginer que... Enfin, on peut tout imaginer, bien évidemment, mais quoi qu'on imagine, on aboutit à des situations qui, de toute façon, seront bien compliquées. Par conséquent,
Eh bien, quelle que soit l'option retenue par le législateur, je crois que les modifications suggérées par le CCNE ne doivent pas être entendues par le législateur. S'il est rigoureux et prudent, il s'abstiendra. Merci beaucoup. Merci à vous, et vous avez respecté le timing avec une très grande rigueur. Et on vous en remercie.